Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'échanger avec Moko Hirayama et Omar Koretem de Moconuts. J'aime toucher une casserole, j'aime lever un poisson, j'aime éplucher des petits pois. C'est presque thérapeutique pour moi. Je pense à ce moment-là, ça va devenir... C'est plus notre cuisine, c'est plus ma pâtisserie si je touche pas. Et je pense que c'est pareil pour Omar. T'as besoin de toucher aussi. C'est un peu personnel. Ce qu'on fait, c'est très, très personnel. Et du coup, c'est vrai qu'Omar, il me dit tout le temps qu'il faut apprendre à déléguer des choses. C'est vrai, mais s'il y a un moment qui arrive qu'on ne touche plus, je pense que c'est le moment de... La fin de Moconuts. Pourquoi Moko et Omar ? Parce que j'adore tout chez eux. Et pas seulement leurs cookies d'enfer ou leur caressant l'apnée saupoudrée de za'atar. Ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, au-delà de leur photogénique création qui défile sur Instagram, c'est surtout ce couple hyper attachant et sincère. Et l'histoire de ce duo qui n'a pas voulu rentrer dans les cases. Ce qui donne, in fine, l'une des cantines les plus singulières de Paris. Avec Moko et Omar, nous avons parlé d'âme, de spontanéité, de reconversion et d'épinards au sésame. Bonne écoute! Bonjour Moko et bonjour Omar. Bonjour. Donc on a une petite histoire tous les trois. Ouais. Parce que la première fois que je suis venue manger chez Moconuts, c'était pas encore connu comme aujourd'hui. Je m'attendais à venir dans un coffee shop et là je me suis pris une grosse claque. J'ai mangé le labné et les... Je sais plus s'il y avait le labné déjà, mais j'ai mangé les boulettes. Ouais. Les boulettes, labné, elle était là. Dont j'en garde un souvenir extra. Et voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était quoi le pitch de départ ? Le pitch de départ, c'était déjà de faire bien à manger. On savait pas exactement ce qu'on allait faire. On savait qu'il y aurait des cookies parce que c'est la spécialité de Moko. On savait qu'il y aurait du bon café. Ensuite, au niveau de la restauration en elle-même, on pensait peut-être faire quelque chose de très très simple, comme des sandwichs. On a commencé d'ailleurs avec des sandwichs pendant 3 ou 4 jours. Et après, on a évolué sur quelque chose qu'on sait faire. Donc, on a travaillé tous les deux dans des bons restaurants. On voulait faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, on a abandonné la formule sandwich et on est passé à des vraies assiettes. Et de là, en fait, tout est parti. Il n'y avait pas vraiment de pitch de départ. Hein. C'était juste faire quelque chose de simple, bon et convivial. Ouais, on n'a jamais eu de concept. Tout le monde nous demande c'était quoi le concept, qu'est-ce que vous voulez faire. En fait, on ne savait pas vraiment quoi faire. On ne savait pas comment on faire. On n'avait pas de archi, on n'avait pas de design. C'est petit pas de business plan, presque pas. Si. Un petit business plan. C'est moi qui l'ai fait, donc aussi quand même. Mais c'est vraiment, ça a évolué instinctivement et avec les clientes, comment elles ont recevoir nous, comment on a parlé, c'est juste à petit, ça a évolué et c'est comme ça maintenant. Oui, c'est vrai que j'étais surprise parce que quand on voit marqué Coffee and Bakery, c'est ça ? Oui. Café et Bakery. Ouais, café et bakery. Ça tend à venir plus dans un format coffee shop et voilà, c'était pas du tout l'assiette. On voulait s'attacher à cette idée du coffee shop au début. Maintenant, on est un peu loin du coffee shop dans un sens parce qu'on fait beaucoup de choses que des coffee shops traditionnels ne font pas. Mais l'idée, c'était de rester sur cette idée de café bakery un peu à l'américaine où on fait bien à manger parce qu'on voulait pas forcément tomber sous l'intitulé du restaurant bistrot de quartier ou quoi que ce soit. On voulait que ça soit vraiment quelque chose de différent et à part. Et comment est né le projet au départ ? Au début, on voulait faire le bakery, en fait. On était toutes les deux en chômage.
Donc, on a dit qu'on en a marre de travailler pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Au moins, moi, je ne vais plus travailler pour quelqu'un d'autre. Après travailler dans un restaurant assez traditionnel français, j'ai tout de suite compris que c'est vraiment pas pour moi. Et je ne pouvais pas travailler avec les autres, surtout en France. Donc, on voulait faire le coffee shop ou au moins une bakery où je peux vendre mes pâtisseries. Mais tout de suite, on a compris que ce n'est pas très rentable. Cookies, même si on vend centaines, à la fin de la journée, on ne gagnait pas énormément. Peut-être on ne peut même pas payer le loyer. Et à ce moment-là, peut-être on a dit qu'il faut ajouter d'autres aspects, c'est le côté salé. Et Omar, il n'était pas hasard disponible parce qu'il est aussi en chômage. Mais, il a fait le consulting à droite à gauche, mais peut-être c'est le moment qu'on monte quelque chose ensemble. Donc c'était vraiment ça. Ça a commencé. Ouais. Et qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez ouvert? Est-ce que vous aviez... Enfin voilà, vous avez plutôt commencé petit à petit ou vous vous êtes dit on va faire une chaîne Non, on savait que ça allait être un petit restaurant de quartier. On a fait aucune com quand on a ouvert parce qu'on pensait pas que c'était forcément nécessaire. On n'avait pas les moyens de toutes les manières. On s'est dit bon, peut-être que le bouche à oreille va faire la chose. Donc l'objectif c'était vraiment de faire quelque chose de petit. On n'aurait jamais pensé que Moconuts serait devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance avec la presse qui est venue nous voir assez rapidement. Aussi les restaurateurs à côté. Et bien sûr les restaurateurs du coin à qui on doit beaucoup parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ouais. Tout est parti en fait au début d'un bouche à oreille et ensuite le bouche à oreille s'est fait au niveau de la presse, je pense. Donc il y a eu l'article dans le Fooding, ouais. Notamment que j'ai fait pour ne pas me nommer. Non, et qui a joué, mais qu'est-ce qui a fait prendre la mayonnaise? Je pense que c'est beaucoup la surprise en fait, comme pour toi, je veux dire de venir ici en ayant des préjugés, un a priori. Sur quoi s'attendre. On est dans un coffee shop, donc on va manger un avocado toast avec un bon café et une bonne pâtisserie et un carrot cake. Et en fait, c'est pas du tout ce que tu as eu. Et je pense que c'est ça qui a fait que il y a eu un intérêt qui a été porté. Un coffee shop, oui, mais pas que. Et je pense que c'est ça qui a sûrement attiré la curiosité des gens. Il y a aussi le fait qu'on propose une cuisine qui soit un peu différente. Le labné, on l'a toujours eu, par exemple, pour citer un plat, depuis le début à la carte. On n'a jamais changé. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent chez nous rien que pour ce plat, en fait. Je pense parfois ça tombait à l'autre sens que les gens attendaient de venir à coffee shop. Il est arrivé et il a pensé d'avoir d'avocado toast, justement, ou quelque chose de beaucoup plus simple et bien sûr beaucoup moins cher. Donc, parfois, ça arrivait en deux sens, mais en gros, je pense que ça a été. Et on va revenir au début de votre parcours en cuisine. À tous les deux, vous êtes tous les deux des reconvertis dans la cuisine. Oui. Toi, Omar, tu as quitté ta carrière administrative à la mairie de New York, c'est ça? Ouais. J'ai quitté... donc, Moko et moi, on s'est rencontrés aux États-Unis. Moi, j'ai quitté ma carrière administrative. Je travaillais pour la mairie de New York et à 31 ans, j'ai décidé de faire de la cuisine. C'est tard. C'est tard, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent de nos jours. Il y a beaucoup plus de chefs qui sont reconvertis maintenant qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Je pense que c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir fait autre chose avant la cuisine parce que ça ouvre d'autres perspectives et une autre vision de la restauration, de la cuisine en général. Et donc après ma reconversion à 31 ans, donc j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle comme stagiaire chez Daniel Boulu à New York. Et ensuite j'ai suivi Moko en Angleterre. On est venu en France où j'ai gravi les échelons tout simplement, tout doucement.
Et Ton après, dernier poste, c'était le sergent recruteur ? Mon dernier poste, c'était le sergent recruteur où je secondais Antonin Bonnet dans l'objectif d'ouvrir un restaurant en tant que chef, quelque chose qu'il ne s'est pas fait. Et de là, donc Antonin, vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'aime toujours beaucoup sa cuisine. Et donc après le sergent recruteur, donc l'idée de faire notre truc à nous et d'ouvrir ce qu'on a ouvert aujourd'hui. Et en Angleterre, t'as travaillé où ? En Angleterre, j'ai travaillé pour un certain monsieur qui s'appelle Gordon Ramsay. Je pense la pire expérience de ma vie. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est plus ou moins véridique dans tous ces restaurants. C'est pas entendre. Non, c'est pas lui forcément. C'est que lui est très maintenant aujourd'hui rarement dans ses cuisines, mais ses chefs sont un peu tous des petits Gordon Ramsay, donc c'est très dur. Mais dans l'année que j'ai passée là-bas, je pense que c'est là où j'ai vraiment le plus appris. J'ai appris vraiment les bases de la cuisine de façon très dure. Mais j'ai progressé d'une façon extraordinaire en l'espace d'1 an. Ouais, toi, Moko, comment tu t'es mis à la cuisine ? C'est grâce à Omar ? Ou à cause ? Non, grâce. Pas forcément. Non. Bah, j'aime la cuisine grâce à elle. En fait, quand on s'est rencontrés, il ne savait pas cuisiner. Non. C'est moi qui l'ai appris. Non, pas du tout. Non, tu m'as pas appris. Mais il y a des choses qu'il a essayé de je vais cuisiner pour toi. Enfin, j'ai dit peut-être tu peux faire ça ou tu peux faire ci. Et vous oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai pensé à ça. Mais ça, c'est il y a longtemps, quand on s'est rencontrés, il y a 18 ans. Ouais. Donc, toi, tu étais avocate à l'époque ? Oui, j'étais avocate à New York. J'ai été spécialisée dans le finance. J'ai toujours aimé cuisiner, surtout cuisiner et pâtisserie qui est venue un peu plus tard. Que ma mère, elle a fait, comme tout le monde, toute l'histoire de chef, la mère, la grand-mère, mais un peu pareil. Mais ma mère, elle est super cuisinière, aussi une très bonne pâtissière. Elle a fait beaucoup de pâtissiers françaises, par hasard. Donc, j'ai un peu grandi dans la culture de faire plein de choses nous-mêmes, ne pas acheter. Donc, ça fait toujours partie de ma vie. Donc, j'ai toujours cuisiné à la maison, j'ai toujours fait la pâtisserie. Et j'ai toujours... Un jour, je voulais avoir de coffee shop et tout ça. Vrai ? Oui. Au café, tu voulais un café, ouais. pas coffee shop. J'ai pas très connu le culture de coffee shop à l'époque. Donc, c'est café plutôt. C'est la vie, avocate, c'est très dur, même si ça me manque un petit peu. Mais c'est vraiment, on n'a vraiment pas la vie, on est toujours attaché au boulot à 365 jours, toute la journée, 24 jours, vraiment. Donc, quand on était à Londres, il y a un moment que quelque chose a vraiment craqué dans ma tête, que j'étais dans mon cabinet, j'étais en train de travailler sur quelque chose de très important et quelque chose m'a dit il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pris le téléphone, j'ai trouvé le numéro de La Durée qui vient de réinstaller à Londres. Et je l'ai appelé, j'ai demandé si je peux venir regarder comment c'est. Et c'est le culture anglo-saxon qui est super. Elle a dit, ouais, comme vous voulez. Du coup, je suis allée à l'extérieur de Londres, il a des petits labos à l'époque. Je suis allée et il m'a montré des choses. J'ai commencé à l'aider et j'ai commencé à aller assez régulièrement. Au début, c'était le week-end que j'avais pas besoin de travailler parce que la plupart du temps, je travaille le week-end. Et parfois, c'est la matinée. Avant, je vais au cabinet. Je vais à 5 heures du matin et après, je passe au cabinet. Et il me donne plus en plus de responsabilités. Et ça m'appelait beaucoup. C'était avec tous les jeunes français. Et moi, j'ai eu 35 ans à l'époque. Donc, c'est très, très tard. Si Omar, il a commencé tard, moi, j'ai vraiment commencé tard. Et elle m'a même proposé une poste que vous voulez commencer à travailler avec nous. En fait, j'ai un boulot qui me paye beaucoup mieux qu'ici, donc je ne peux pas vraiment la lâcher. Mais c'est juste pour confirmer que peut-être c'est quelque chose que je veux faire. Ouais. Et j'ai convaincu pauvre Omar pour aller en France, comme ça je peux changer ma vie, quitter mon métier comme avocate, commencer dans le capital de gastronomie, pâtisserie à haut de gamme. Et on a tout lâché à Londres pour venir à Paris. Venir à Paris.
J'ai énormément de chance de trouver un poste comme un stagiaire chez Blé Sucré avec le grand chef Fabrice Le Broda. Personne d'autre veut m'accepter parce que j'ai pas de diplôme en pâtisserie. Je suis pas inscrite à l'école à pâtisserie ou cuisine et je voulais pas. Donc, personne ne voulait prendre le risque de m'embaucher ou me donner le poste. Donc, chef Fabrice, comme il est très gentil et un peu fou, il m'a dit, si tu veux venir travailler à 4 heures du matin, je te prends. Donc, c'est comment j'ai commencé. Après, c'était beaucoup plus facile de trouver un poste. Mais ce qui était un peu difficile, c'est que j'ai pas trop aimé la pâtisserie française, de côté très détaillé, très, je sais pas, c'est très visuel, mais pas... C'était une bonne base, mais c'était pas vraiment toi, c'est ça? Non, pas du tout. Après, t'es allé voir. Je suis partie chez Saint-Dérance, qui m'a fait le papier. C'était à l'époque chef Jérôme Bonquetel, il était là. Donc il m'a donné l'opportunité pour rester. J'ai travaillé comme un commis pâtissier pendant 2 ans et demi. Mais c'est où que j'ai vraiment commencé à douter mon choix, comme faire la pâtisserie haut de gamme, que ce n'était pas vraiment pour moi, c'est pas moi. Et j'ai commencé à chercher une autre opportunité et c'est quand j'ai rencontré Adeline Gratin à Yamcha. Et j'ai fait des cuisines avec elle et pâtisserie. Et je me sentais beaucoup plus libre, que c'est vraiment le goût qui compte, de épices, ou pas forcément côté visuel, bien sûr, sa cuisine est très très belle, mais c'est plus important, c'est de goût, association de goût, c'est l'expérience des gens. Donc c'était où que j'ai compris que ce qui me plaît plus, c'est ce que je fais maintenant. Le jour de pâtisserie, je fais à Moconat, quelque chose de simple que je connais bien, un peu comme le style américain en pâtisserie, mais un peu plus sophistiqué, plus légère. Et on est arrivé ici. Moko, tu disais que la cuisine avait une importance dans ta famille et dans ton enfance. Et toi, Omar, est-ce que c'était le cas aussi? En ce qui me concerne, ouais, parce que ma famille est d'origine libanaise. Donc j'ai grandi dans ce milieu très méditerranéen où donc la cuisine avait beaucoup d'importance. C'est souvent, chez nous à la maison, et je pense dans beaucoup de cas aussi dans les familles libanaises, c'est souvent en cuisine que les grandes décisions familiales sont faites, hein, pas seulement juste culinaires. Et donc j'ai grandi donc avec un papa qui cuisinait très très bien, qui cuisine toujours très bien. Et il nous emmenait toujours manger dans les grands restaurants, dans les restaurants libanais, les grands mésés du dimanche, c'était quelque chose qui était assez classique. Et c'est de là vraiment que mon goût pour la cuisine est arrivé. Ensuite, moi, j'ai pas vraiment mis la main à la pâte jusqu'à très très tard. Comme le disait Moko. Voilà. Tu l'as pas séduit avec tes petits plats? Non, en fait, j'essayais de recréer les goûts, des goûts que je connaissais, mais à chaque fois que ça ressortait, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais la cuisine a toujours eu une très très grosse importance chez nous. C'est-à-dire, on mangeait toujours très très bien. Il y avait toujours quelqu'un qui cuisinait à la maison. Il y avait toujours des règles auxquelles il ne fallait pas déroger, ouais. Pas de bonbons, pas de Coca-Cola à la maison, voilà, des choses comme ça. Et quand vous étiez en couple, au début de votre vie de couple, c'était pareil, ça avait beaucoup d'importance, le manger? Je pense aussi, il n'avait pas, ça, nous on n'existait pas. Hein. Il y a une drôle d'histoire, c'est à New York il y a 18 ans, c'était je pense notre 3e sortie ensemble. Bon, la sortie, c'était toujours cinéma et aller bouffer quelque part. Toujours aider à des bouts. Ouais. Et j'avais décidé de l'impressionner et de l'amener dans un restaurant français qui n'existe plus, qui était chez Jacqueline. Chez Jacqueline, ouais, dans le Greenwich Village. Je pense que ça n'existe plus. Je sais pas si ça existe. Peut-être on ne devait pas dire ça. Peut-être ça existe. Ouais. Et bon, on mange un repas qui est correct. Et à la fin, Moko adore le tiramisu. On commande un tiramisu. Et quand on se connaît pas bien, on reste poli. Je veux dire, on dit pas ça c'est pas bon, c'est dégueulasse. Je sais pas.
Et en fait, le tiramisu était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et donc, on partage notre tiramisu et on se regarde et on avait tout de suite compris, en fait. On s'est dit, mais c'est vraiment dégueulasse. Et on a été honnête envers nous-mêmes et on s'est dit, je pense qu'on va très bien s'entendre. Et je pense que de là, tout est parti. Un tiramisu raté. Voilà, un tiramisu raté. Est-ce que vous vous souvenez des chefs que vous admiriez quand vous avez commencé? Ouais. Mais c'est les chefs que j'admire toujours. Un livre, un moment qui m'a vraiment marqué dans ma vie et dans ma décision de faire de la cuisine, c'est le jour où j'ai feuilleté le livre de Thomas Keller de French Laundry, où j'étais complètement fasciné par les photos, par les recettes, par le détail, par tout ça. Et c'est vraiment, par exemple, un livre et un chef qui m'a beaucoup marqué dans mon envie de faire de la cuisine. Ensuite, il y a eu Michel Brasse, il y a eu Alice Waters en Californie. Il y a jusqu'à aujourd'hui, c'est des chefs que j'admire vraiment énormément. Et toi, Moko? Ouais, un peu pareil. Moi, ça changeait un petit peu pendant mon parcours parce que au début, bien sûr, j'étais obsédée par le Pierre Hermé et je l'admire toujours pour le côté de, surtout l'association de goût et tout ça. Je pense que c'est toujours, il est en dessus de tout le monde. Et, mais après, tout de suite, ça a changé un petit peu. Que je regardais pas mal de bouquins avec Marc, Michel Brasse et bien sûr Alice Waters. C'est de gens qui est vraiment à mettre le valeur sur le produit qui m'a aidé et qui m'aide toujours. Tu as fait peut-être une transition avec ça justement de pâtisserie boutique à plutôt pâtisserie de restaurant qui était plus quelque chose. Oui, mais pâtisserie de restaurant, après c'est vraiment de la pâtisserie de je sais pas où. Pâtisserie de cuisinier, non, pâtisserie de cuisinier. J'ai bien aimé, en général, j'aime bien la pâtisserie de cuisinier. C'est vrai que j'ai bien remarqué pendant le temps que j'ai travaillé en restaurant, peut-être c'est la différence, peut-être c'est le côté visuel, peut-être c'est pas forcément toujours très très beau. D'ailleurs, la dessert de Michel Brasse c'est toujours très très beau, mais il y a beaucoup plus de goût, beaucoup plus de fruits ou de légumes parfois et des épices que sucre ou de chocolat. Comme peut-être vous remarquez que je travaille pas beaucoup avec des chocolats, sauf dans un cookie, j'ai aucun dessert à la base de chocolat. C'est pas comme j'aime pas des chocolats, j'aime bien manger des chocolats, mais moi c'est le dessert que j'ai apprécié beaucoup, c'est des fruits et des légumes ou des épices ou de fleurs. Les herbes. Et des herbes, j'aime beaucoup des herbes. Donc ouais, un peu peut-être ça. J'ai admiré beaucoup de cuisiniers après. Et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Pour ma part, je dirais la meilleure et la pire, mais les deux dans un bon sens, parce que la pire, donc ça a été l'année que j'ai passée dans les cuisines en Angleterre d'un des restaurants de Gordon Ramsay, parce que j'ai reçu vraiment là-bas une vraie formation. Je me prenais des claques tous les jours, mais au moins j'ai vraiment appris à faire une purée de pommes de terre correctement, à cuire un épinard correctement, à assaisonner, à cuire un poisson. C'est vraiment cette année-là qui m'a le plus marqué au niveau de ma formation culinaire. Ensuite, au niveau de l'expérience en elle-même et de la créativité et de la découverte et du goût, ça a été vraiment avec Antonin Bonnet. Et toi, Moko? Pour le remarquer en sens que quelque chose qui marqué dans le sens que tu veux. Dans le sens de ma professionnelle. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis ça? Je pense, ce qui me fait penser toujours, c'est le moment que chef Fabrice Blé-Sucré, il m'a, j'ai fait pas mal de bêtises, hein, et il y en a certains qui est plus grave que les autres. Et ce qui il m'a vraiment fait penser, c'est important, c'est des gens qui vont manger ce qu'on fait, qu'on présente des choses de meilleur que possible, hein, que ce qu'on fait. Pas forcément on devait faire quelque chose qui lui plaît, mais il faut qu'on fasse de meilleur de ce qu'on veut faire. Et une fois, peut-être, il y a des doutes qu'un de crème au beurre qui n'était peut-être
pas être bon. Je pense qu'on a goûté après, c'était toujours bon, mais un client qui a posé des questions au chef. Le chef était déjà en mauvais état et du coup, elle m'a vraiment lancé comment est-ce qu'on dit, la religieuse. Dans la figure. Et il m'a crié que qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être il ne revient pas, peut-être il va parler avec les autres. Il faut vraiment vérifier il m'a vraiment me fait réfléchir que on devait être vraiment sur ce qu'on envoie, ce qu'on donne, ce qu'on vend. C'est son professionnalisme par rapport à la clientèle. Oui, par rapport à la clientèle. Et c'est le moment qui me fait toujours penser, surtout maintenant on tient une boutique et on est très très nu en le sens que tout le monde peut voir ce qu'on fait et tout est là, ouvert pour les gens, pour juger aussi, regarder. Le mot de chef, il est toujours là, attention Moko, parce qu'il m'a toujours mis que tu vas me mettre dans la rue avec ma femme et mon petit-fils et je vais manger des patates tous les jours. Et, même si c'est un extrême, mais je me souviens toujours à ce moment de ça. Et ça reste toujours avec moi. Et vous auriez pu ouvrir un resto gastro finalement, tous les deux? Ah, ça demande à Romain. Hein. Pourquoi finalement pourquoi Moko Non, enfin oui et non. C'est souvent une question qu'on nous demande. Je veux dire, la prochaine étape, c'est quoi? C'est faire un vrai restaurant. Parce qu'ici, nous sommes dans un faux restaurant. Non, voilà, c'est pour ça, je comprends pas trop la question. Oui, parce qu'on est dans un faux restaurant. Non, mais notre cuisine est ce qu'elle est. On a décidé de le faire dans ce cadre. Et je pense qu'on est bien ici. On aime le fait que ça soit petit. On aime le fait que ça soit bordel, que ça soit un peu bordélique peut-être, qu'il y ait des cagettes de légumes et des cagettes avec des caisses de vin qui traînent un peu partout. Je sais pas, peut-être Mokonut, ça nous représente vraiment. Je sais pas si un restaurant dans le sens de restaurant, voire limite gastro, c'est pas vraiment à notre image. Qu'est-ce qui représente la cuisine pour vous deux? Par rapport à mon expérience donc dans ma famille, et je pense que dans la famille de Moko c'est la même chose. Je veux dire, les repas sont des moments très très importants. Et ça se reflète donc chez nous aujourd'hui avec nos enfants, c'est que les repas sont très importants. Et même si les filles aiment bien manger à la cantine aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que... Non, il a dit que c'est pas bon la cantine. Ouais, ça dépend. Mais on essaie de faire en sorte qu'elle mange un peu de tout, parce que c'est très important pour nous. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et on essaie de faire en sorte que lorsqu'on veut avoir une expérience culinaire, parce que c'est important pour nous, c'est-à-dire aller manger dans d'autres restaurants ou aller tester des choses dans d'autres pays, manger dans la rue, street food, je sais pas quoi, qu'elle teste aussi. Pour nous, c'est vraiment la raison pour laquelle on vit, la raison pour laquelle on travaille, on voyage. C'est vraiment le centre de tout, en fait. C'est convivialité et... Ouais. Non, ça, et échange en fait, c'est un moyen d'échange. Non, c'est ça. Au moins, ouais. on a vraiment... ça, c'est une chose qu'il n'y a aucune exception, c'est on mange toujours ensemble. Bien sûr, il y a un moment que papa est absent parce qu'il travaille pour le soir, mais on n'a jamais pensé que... Je pense qu'il y a pas mal de familles, peut-être pour la raison professionnelle, mais on va faire les enfants manger d'abord et après, les adultes manger. Chez nous, ça n'existe jamais, que même s'ils mangent tard, et c'est pas peut-être très bien pour la digestion chez les enfants, mais même si c'est 21h, on mange ensemble. On n'a jamais pensé de décaler, parce que c'est le moment qu'on discute ce qui s'est passé la journée. Il y a des côtés très sociaux et aussi intimes, que ça, on ne veut jamais vraiment lâcher. Qu'est-ce qui guide votre cuisine ? Pas grand-chose en fait. Non, juste les bons produits. Je veux dire, c'est pour moi la cuisine, c'est un peu peut-être une logique dans un sens.
les bons produits, avoir le bon goût de quelque chose. On cherche pas certainement pas à copier, on cherche pas à répliquer, on cherche pas à recréer quelque chose qu'on a vu quelque part. On veut juste faire quelque chose de bon. C'est ça notre guide, tout simplement. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Et toi, Moko? Plus ou moins pareil. Hein. C'est assez intuitif en sens qu'on aime bien certaines choses, peut-être on aime bien d'autres choses, peut-être des choses qu'on aime ça, et là, peut-être ça va marier très bien. Et après, on présente ce qu'on aime. Vraiment, ce qu'on présente ici, c'est quelque chose qu'on aime bien manger. Parfois, on mange pas comme ça à la maison ou ailleurs, mais au moins, on a idée que c'est quelque chose qu'on aimerait bien manger. Donc, c'est vraiment ça le principe. Et peut-être c'est le seul guide qu'on a depuis toujours. Ça, c'est toujours pareil, depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Le bon exemple de ça, je pense, c'est un des cookies de Moko, qui est donc au chocolat blanc, à l'olive et à l'amande. C'est une association de goûts qui peut paraître complètement insensée, mais c'était censé pour Moko. Donc elle m'a dit tiens, je vais essayer ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas, ça paraît logique, et on a essayé et c'était délicieux, et on l'a à la carte depuis le début. Tous les deux, vous avez des origines différentes, donc japonaises et libanaises. Est-ce que ça influence votre cuisine? Ça a été facile d'aller chercher dans vos racines pour faire vos recettes? Ça influence beaucoup parce que c'est des goûts qu'on connaît. On voulait justement travailler sur une base de goûts qu'on connaît, bien sûr, dans la cuisine qu'on fait. Parce que ce sont des goûts qu'on aime, c'est une cuisine qui nous ressemble. On se fixe pas à faire de la cuisine orientale, japonaise ou française ou je ne sais quoi. Des fois, ce qu'on peut sortir, ça peut être un mélange, mais un bon mélange, pas une fusion, un bon mélange des trois. À partir du moment où c'est logique d'une façon gustative, pourquoi pas essayer? Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en fait. Peut-être c'est plutôt logique pour le côté cuisine, que je pense Omar il est plus japonais dans sa cuisine que moi dans la pâtisserie. Mais bon, mais ça sûrement reflète ce que mon parcours et qui je suis, en sens que peut-être on voit pas beaucoup d'ingrédients japonais. C'est une chose que je voulais un peu éviter, que je voulais pas ramener des ingrédients japonais pour faire de pâtisserie américaine ou pâtisserie française. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui font très très bien, et c'est pas vraiment moi que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des cookies, il y a sûrement des miso. Parfois j'ai fait des glaces avec des miso, mais c'est plus subtil. Éventuellement, je préfère, si c'est un de mon rêve, que si jamais je peux y arriver, je voulais faire de gâteaux japonais avec des ingrédients occidentaux. C'est plutôt, ça représente un peu plus de moi qu'inverse. Donc, mais pour l'instant, je pense, c'est pas forcément mon origine japonaise, c'est peut-être mon origine japonaise qui est née au Japon, vécu un peu plus de temps aux États-Unis et maintenant en France, avant Londres. C'est un peu de ça qui sort dans ma pâtisserie. Est-ce que vous avez la création facile? Non, oui et non. Enfin, j'aime pas trop le terme création. Je pense que c'est plus de la spontanéité. En fait, c'est ce qu'on fait vraiment tous les jours, au jour le jour. C'est une cuisine qui est vraiment spontanée. On se base sur les produits qu'on a, ceux qu'on reçoit. On regarde la qualité. Si on a un pois chiche qui est extraordinaire ou un petit pois ou une pomme de terre qui est extraordinaire, on va tout simplement cuisiner autour de ça avec ce qu'on a dans le frigo. Je dirais pas que c'est de la création, c'est vraiment de la cuisine spontanée. Ouais, intuitive un peu. Intuitive, voilà. Et toi pareil? Ouais. Moi, peut-être j'ai un peu moins de choses dans mon frigo parce que pour les légumes, il y a plus de variété de côté légumes et des poissons. Pour moi, chaque saison, j'ai pas beaucoup de choix côté fruits.
Mais sûrement, c'est vraiment à la base de saison. Mais il y a un moment que j'ai senti pas mal de blocages, que je voulais faire quelque chose de différent parce que ça nous gêne enfin de faire les mêmes choses tout le temps. Et il y a un moment que c'est un peu frustrant que j'ai pas des idées et ça ne vient pas et il n'y a pas des choses qui m'inspirent et ça arrive. Et ça arrive assez souvent. Mais ce moment-là, il faut juste continuer, essayer des choses. Si je rate et après, ça va venir. Donc on va passer à une petite pause. On va faire une petite pause. C'est une interview, dans l'interview, que j'appelle l'aller-retour. Ouais. C'est plus divertissant, on va dire. Okay. Votre âge? 43. 45. Votre signe astrologique? Balance. Gémeaux. Votre plat signature? Parce que d'autres le disent, mais je dirais pas que c'est mon plat signature, mais le labné. Je sais pas, c'est toi qui m'as dit. Le cookie? Peut-être. Un des cookies. Votre plat préféré? Des choses vraiment très très simples. Une bonne salade bien assaisonnée, un plat extraordinaire que j'ai mangé au Portugal il y a 20 ans, un cabillaud avec des pommes de terre bouillies, voilà, tout simplement. C'est ce que je mangeais à la maison, faite par maman. T'as un exemple ou... Je sais pas, je fais plein de choses. Ouais, c'est vrai qu'elle cuisine très bien. Donc, Quel comfort food, the ultimate. Ouais, ou peut-être en termes de comfort food, un bon bol de riz avec du natto. J'adore ça. Qu'est-ce que c'est le natto? J'ai un chef qui m'en a parlé en me disant qu'il n'y arrivait pas. C'est de soja fermenté. Et ça sert de sauce ou de... Non, c'est des graines de soja qui est fermenté. Du coup, c'est très sticky. Ouais. Bah, t'as besoin d'un peu de sauce soja et wasabi ou je sais pas quoi pour. Mais c'est réconfortant. Pas très wasabi, bon. Désolé, c'est la moutarde. D'ailleurs, Omar se frotte le ventre. Ouais. J'y pensais justement. Quel est le chef que vous admirez le plus? Thomas Keller, je pense, et Alice Waters. Je pense que c'est des questions, désolé, mais j'aime pas du tout parce que il y a énormément de chefs qui est incroyable de faire des choses et je veux vraiment pas signaler une personne ou une personne. C'est très difficile. Votre ingrédient préféré? Sûrement le citron, je dirais. J'adore le citron. Pommes. Mais il faut que ça soit des très bons pommes. C'est très difficile pour les pommes, pour la pomme. Votre ingrédient détesté? Le seul, l'unique, je pense, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui aiment beaucoup, le concombre amer Goya, ils appellent ça au Japon. J'aime bien. Ouais, voilà. J'adore. Mais toi, t'aimes pas. Mais j'ai du mal. Je peux en manger, mais j'ai du mal. J'en ai mangé pas mal au Japon quand ma belle-mère en avait fait pousser dans son jardin. Donc on en avait mis matin, midi et soir. Non, ça c'est exagéré. Presque. Dans son impression, parce qu'il n'aime pas. Mais ouais, non, mais ça, j'ai mangé, mais c'est difficile parce que c'est très amer. Et toi, Moko? Il y a des choses, je ne sais pas s'il y a des choses que je déteste, mais j'ai mal à travailler avec. C'est de meringue. Meringue? Oui. Votre ustensile fétiche? De petites spatules qui je utilise pour des cookies. C'est hyper pratique, mais il faut que ça soit de bon angle. Que j'ai acheté à New York à l'époque. Avant, j'ai lancé mon carrière en pâtisserie. Donc, j'étais vraiment bien équipée à l'époque. Et j'ai toujours la même et je peux plus trouver la même. Donc, peut-être qu'on en rentre à New York cet été, peut-être je vais acheter une double au cas où que je perde ce que je n'ai. Et moi, j'aime bien utiliser de temps à autre mon petit mortier japonais. C'est quoi le mortier? Ah, Sulibachi. Ouais. Votre dernier meilleur repas? Kalamata. Ouais. Si. Ouais, on parlait avec Alexandre de Profil Grec qui nous avait conseillé un petit restaurant de fruits de mer et de poissons à Kalamata qui était tout simplement extraordinaire. Et à deux, on a mangé comme des rois et on a payé 35 €. Non, on était 4 avec les filles. Ouais, et c'était vraiment délicieux. Le resto que vous auriez aimé ouvrir? Pour ma part, je pense qu'on est très bien ici, mais peut-être
pousser encore plus loin, quelque chose de plus petit, un peu dans le style d'un comptoir à sushi japonais où je ferais à manger juste pour 6 personnes. Et toi, Moko? Pour lui, ça va être très bien, je pense. Moi, je suis très, très contente. Ce qu'on en a. Peut-être éventuellement, ce que j'aimerais bien faire, c'est plus un peu côté épicerie ou des choses qu'on peut vendre des choses aux gens parce que on a beaucoup de demandes pour des ingrédients qu'on utilise, pas forcément d'ingrédients, mais quelque chose qu'on fabrique, comme le citron confit de Oma ou la granola qu'on fait, ou avec le yaourt qu'on fait et tout. Si on peut partager ça un peu plus avec des gens, je pense que ça va être sympa. Quel est le meilleur compliment qu'on vous ait fait? Il y a 8 mois, Carlo Petrini est venu dîner. Ils avaient privatisé une table d'hôtes de 14 personnes et c'est un monsieur vraiment extraordinaire, vraiment charmant. Et il dit pas grand-chose, il mange et au bout de la 4e assiette, il pose. Tout le monde s'arrête de manger, il me regarde et me dit « Mais qu'est-ce qu'on mange bien chez vous ?» Et ça m'a vraiment touché. Et toi, Moko? Moi, j'ai une expérience et une des clientes qui m'a dit, après manger, avant de partir, elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé ce qu'elle a mangé parce qu'elle a senti il y a des soul, il y a de l'âme dedans. Et ça m'a vraiment touchée que c'est quelqu'un qui a vraiment senti qu'on croit ce qu'on fait et c'était une des clientes, mais ça m'a presque fait pleurer que je suis contente que je suis ici et je fais ce qu'on fait. Et la pire critique? Honnêtement, quand des clients font des commentaires en disant que ce qu'on fait c'est trop cher pour ce qu'il y a dans l'assiette, etc., je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce qui se passe derrière en cuisine, ce que ça représente de faire ce qu'on fait, le nombre d'heures qu'on met dans ce qu'on fait, le coût des produits. Donc ça me froisse un petit peu quand on me dit que manger un turbo à 21 €, c'est trop cher. Ouais. Quand est-ce que vous vous êtes senti chef pour la première fois? Enfin, qu'est-ce que c'est d'être vraiment chef? Moi, je me sens surtout cuisinier. Enfin, chef, c'est quoi? C'est mener une brigade. J'ai jamais vraiment mené une brigade, même si j'ai été sous-chef dans d'autres restaurants, j'ai pas vraiment été chef. Je me sens plus vraiment cuisinier que chef. Et il y a beaucoup de chefs entre guillemets qui disent ça, mais je pense que c'est une bonne façon de le présenter et de le mettre. Et il y a beaucoup de vérité dans cette façon de voir les choses. Je me sens plus cuisinier en fait. Moi aussi, je suis pas une chef ou un chef, je sais pas. Il y a plein de manières d'écrire à chef, surtout femme en ce moment. Surtout pas un chef, je pense pas, je serai jamais un chef je ne même pas pensé que je suis pâtissière non plus. Donc, t'es Moko. Ouais, je suis Moko et peut-être le mot anglais qui me décrit un peu mieux, c'est plutôt la baker parce que je cuis des choses. Mais sinon, je suis toujours Moko. Et j'allais vous demander quel genre de chef êtes-vous, mais c'est un peu quel genre de cuisinier êtes-vous? Non, parce que c'était plutôt dans le sens de l'ambiance, de l'ambiance dans les cuisines. Bah, il y a vraiment aucune formalité chez nous. Il y a pas ce système de brigade. Il y a pas cette ambiance qu'on peut retrouver dans d'autres cuisines, dans des restaurants en France ou même à l'étranger. Oui, vous avez qu'une personne avec vous. Voilà, il y a qu'une personne avec nous et on parle, on rigole, mais on reste bien sûr sérieux. On va faire les choses bien. Mais il n'y a pas vraiment cette ambiance de brigade. On est surtout ici pour cuisiner et faire des bonnes choses, et puis c'est tout. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde a un peu proposé une idée ou bien sûr, Omar, il a toujours de mots final, le côté cuisine. Non, pas toujours. Non. Mais c'est pas comme si ce qu'il dit c'est la dernière. Et
on est petit, hein, on discute, on décide ce qu'on va faire, comment on fait, comment on servir. Et je pense que c'est le seul moyen qu'on peut exister. Parce que si on commence à faire de la hiérarchie dans la petite brigade, entre guillemets, chez nous, on ne peut plus fonctionner. Est-ce que c'est important pour vous deux de cuisiner tous les jours? Même si j'avais un restaurant avec une grande brigade et 25 personnes qui travaillent pour moi, je mettrais toujours la main à la pâte parce que c'est important pour moi de cuisiner. C'est tout simplement quelque chose que j'aime faire. C'est pas du micromanaging ou tout ça. C'est juste que c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime toucher une casserole. J'aime lever un poisson. J'aime éplucher des petits pois. C'est presque thérapeutique pour moi. Je pense à ce moment-là, ça va devenir. C'est plus notre cuisine. C'est plus ma pâtisserie si je touche pas. Et je pense que c'est pareil pour Omar. T'as besoin de toucher aussi. C'est un peu personnel. Ce qu'on fait, c'est très, très personnel. Et du coup, c'est vrai qu'Omar, il me dit tout le temps qu'il faut apprendre à déléguer des choses. C'est vrai, mais s'il y a un moment qui arrive qu'on ne touche plus, je pense que c'est le moment de dire... C'est la fin de mon adieu à ma cuisine. Ouais, je ne pense pas, je suis dedans. Et je ne peux pas réclamer, c'est le mien. Et justement, est-ce que votre humeur influe sur votre cuisine? Non, parce que ça nous arrive de cuisiner de mauvaise humeur quand quelque chose ne tourne pas dans le sens où on va essayer un truc, ça sort pas comme on veut que ça sorte. Moko va rater un gâteau, ça arrive. Moi, je vais rater une cuisson de viande, ça arrive. Mais bon, on se rattrape et après, bon, on revient sur la normale et les bonnes choses, quoi. Non, miraculeusement, dès que le service commence, je sais pas, ça peut être très très mauvais service, hein, mais dès qu'on commence, les gens commencent à rentrer, on commence à discuter, surtout moi parce que je suis dans la salle. Je sais pas, quelque chose qui change, hein, même si le matin était horrible, je suis dans la mauvaise humeur et les filles étaient, je sais pas quoi le matin. C'est pas ça, on peut tourner la tête, hein. Je sais pas les gens qui ramènent de bonne énergie, bonne humeur, mais ça m'arrivait souvent que j'ai commencé cette journée vraiment au mauvais côté. Et dès que la service commence, j'avais pas envie du tout de faire le service. Et dès que ça lance, les premiers clients arrivent, on commence à papoter. Et après, tout va bien. C'est thérapeutique aussi. Ouais, c'est grâce à client. Et Moko, c'est comment d'être une femme chef? Enfin, une femme cuisinière, pâtissière, baker. Je pense qu'il y a plus en plus de femmes cuisinières qui sont considérées très très bonnes, et je pense qu'elles sont très très bonnes, et je pense que c'est une bonne chose que ça donne, il me semble, que plus d'envie pour les filles et les dames pour faire la cuisine. Même tardivement, on a beaucoup de stagiaires qui sont venus, qui ont reconverti, elles veulent faire la cuisine. Je pense que si on peut motiver les dames ou les filles pour faire la cuisine, parce qu'on est là, c'est super. Mais j'ai jamais vraiment... T'as pas souffert du fait d'être une femme dans une cuisine ou dans une pâtisserie? Je pense que j'ai souffert, si je peux dire, plus le côté mon âge, et de mon parcours qui était plus... J'étais handicapée plus de côté de être japonais qui ne semble pas le japonais typique. C'était ça, c'est plus difficile pour gérer qu'être femme. J'ai jamais senti de être handicapée parce que je suis une fille et essayer d'entrer dans le monde un peu machisme. Et toi, Omar, est-ce que tu nous as dit qu'il y avait eu des moments moins faciles que d'autres? Ouais, il y a eu beaucoup de moments très difficiles. Ouais. Le fait de commencer en cuisine tard, alors que j'étais commis, j'avais des chefs de partie qui avaient 10 ans de moins que moi. Le fait de se faire crier dessus pour des choses vraiment stupides, ça a été très difficile au début, mais on apprend à encaisser et à continuer, et on se dit qu'on est là pour une bonne raison, c'est qu'on aime ce qu'on fait, on aime cuisiner, on a envie d'apprendre,
Et malgré toutes ces difficultés, je pense que ça a payé à la fin. Je veux dire, ça l'aide, non, en sens qu'on était dans l'environnement qui est un peu pas contre nous, mais je pense à l'âge en France, c'est vraiment ça joue qu'on en est un peu trop âgé, on est un peu différent, on n'entre pas dans le cadre, surtout dans la cuisine, c'est vraiment bizarre et un peu. Il faut qu'on montre qu'on est bien, on peut faire des choses, on a besoin plus de montrer aux autres qu'on peut rester là. Et on peut réussir, ouais. Mais je pense que ça nous aidait pour apprendre des choses, pas apprendre faire la cuisine, mais apprendre des choses, de être comment on est, et aussi quand on a un employé ou quelqu'un qui travaille avec nous, on ne veut pas faire la même chose. Oui, voilà. Non, mais c'est ça aussi que je voulais en venir aussi, c'est que ça. Enfin, vous dites que vous voulez pas reproduire ce genre de choses. Non, parce qu'on a évolué dans des milieux où oui, on a appris certainement à faire la cuisine, mais on a quand même vécu certainement des moments difficiles. Je veux dire, c'est aberrant de se dire qu'on va se faire engueuler parce qu'une pomme de terre n'est pas assez cuite ou ce sont des choses qui à la fin ne sont pas très importantes dans la vie. Non. C'est pas très grave, mais ce sont des expériences qui nous ont permis de grandir culinairement entre guillemets. Est-ce que tu aurais pu grandir sans des coups de pied aux fesses? Culinairement parlant, peut-être, oui, mais de toute façon, on savait que c'est un milieu qui nous a aidé justement à évoluer culinairement, mais est-ce que nous, on essaie de refaire la même chose dans nos cuisines maintenant qu'on est propriétaire d'un café-restaurant? Non, pas forcément. On peut évoluer d'une autre manière. Heureusement. Ouais. Vous avez choisi de travailler ensemble. Est-ce que c'est pratique, pas pratique? Comment ça se passe? Il y a un côté pratique, c'est un peu pour les vacances en même temps. Ouais. Et pour la vie de famille? Si vous avez 2 petites filles, c'est pas incompatible d'être restaurateur et parent? Je pense que les enfants souffrent le plus, parce que c'est le régime de vie pour les 2 filles ne sont pas typiques, entre guillemets. Et on a choisi de garder les enfants, dans le sens qu'on a choisi de ne pas embaucher quelqu'un pour s'occuper des enfants. Peut-être je sais pas si c'était le meilleur choix, mais on ne voulait pas vraiment avoir quelqu'un pour faire tout ça pour les 2. On voulait essayer au maximum de faire nous-mêmes. Du coup, parfois, elle rentre un peu trop tard, du coup, elle mange tard, elle se couche tard, du coup, le matin, c'est horrible. Mais je pense que c'est plus important, c'est nous, on est heureux, et aussi qu'elle apprenne certaines valeurs de vie qu'il faut travailler pour gagner d'argent. Du coup, il commence à nous demander des petites sous chaque fois. Il fait une petite tâche. Elles font les petits pois, elles font les artichauts. Après, il nous demande €1. Donc, mais c'est bien. C'est un apprentissage très important. Et je pense que c'est important pour vous de voir que maman et papa, on travaille. D'ailleurs, beaucoup de parents travaillent très, très dur. Et, mais elle le voit physiquement. Physiquement, visuellement. Parce qu'elles sont là très très souvent. Donc. Et à la fin, pour elle, c'est normal. C'est comme ça, c'est sa vie. Elle ne connaît pas autrement. Peut-être c'est pas juste, mais nous, on existe comme ça. Et je pense on est heureux comme ça. Et en même temps, ce restaurant, ça vous permet aussi de profiter des filles le soir et de vous organiser comme vous l'entendez un peu par rapport à... Ouais, c'est un choix. C'est un choix familial. Ouais, voilà, c'est un choix qu'on a fait. On a voulu faire ce qu'on fait comme on le fait maintenant, c'est-à-dire ne pas ouvrir les week-ends. On est fermé le soir. Exceptionnellement, on ouvre pour des tables d'hôtes, etc. Parce qu'on voulait vraiment privilégier cette vie de famille qu'on a aujourd'hui. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Après, c'est pas toujours facile. Beaucoup de clients nous disent, mais vous avez de la chance parce que vous fermez pas le soir, vous êtes à la maison tous les soirs avec vos filles. Oui et non, pas forcément. Je veux dire,
On se réveille très tôt le matin, on se couche quand même très tard le soir parce qu'il reste des choses à faire. Il y a du nettoyage, il y a de l'administratif et les semaines quand même restent très 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 longues. Ouais, on est là tous les jours, presque ici. Et on est là presque tous les jours, même le samedi et le dimanche. Ouais. Ouais, c'est juste, on n'a pas des clients. Et de travailler ensemble, vous appréciez ? Oui et non. Je pense que c'est bien d'avoir des échanges et d'avoir quelqu'un qui comprenne, d'avoir un peu de feedback. Mais c'est difficile aussi de être au même endroit. Et on est souvent, on est beaucoup de fois, voilà, on est beaucoup de fois en désaccord, mais on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, voilà, au milieu. On a notre plus gros challenge dans la vie, c'est pas le restaurant, c'est élever nos 2 filles, et donc on met beaucoup d'emphase sur ça. Et on essaie bien sûr de toujours trouver un accord sur quelque chose, que ce soit au niveau familial ou au niveau business. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui ? De faire plaisir aux gens et de nous faire plaisir à nous. C'est bien d'avoir des clients heureux, ça nous motive. C'est surtout le plaisir bien sûr de cuisiner au jour le jour. Ce sont des choses vraiment qui sont très très simples, mais on y prend toujours goût. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, est-ce que tu aimerais avoir un grand restaurant, avoir une brigade, peut-être ne pas mettre la main à la pâte. Je pense que pour moi, en ce qui me concerne, et Moko aussi, ça serait une misère, tout simplement. Non, c'est un peu comme ce qu'on a parlé de côté instinctif, qu'on regarde le frigo. Et c'est bien d'avoir le petit restaurant, qu'on peut... Vraiment, chaque jour est différent, chaque moment est différent. Du coup, ça nous permet de continuer, de ne pas être trop être répétitive, de devenir la routine. C'est la fin, ça y est, et on a faim. Est-ce que vous avez une petite recette à nous donner ? Qu'est-ce que vous faites à vos filles à manger ? En fait, à la maison, c'est surtout Moko qui cuisine pour les filles. Donc, qu'est-ce que tu fais à manger ? Qu'est-ce que tu fais à manger à la maison ? Si tu peux nous expliquer très rapidement. Nous donner une recette. Ça change. Parfois, il y a toujours de côté féculent, donc soit de riz, cuit en façon japonaise, ou les nouilles. Et après, il y a toujours les légumes qui restent de resto. Les filles aiment beaucoup d'huile de sésame, de sauce soja avec de petites fonds de poisson. Le mélange de trois, c'est qui marche toujours bien. Parfois, la petite pointe de tahini, c'est pas mauvais non plus. C'est du côté un peu libano-japonais. C'est très sésame chez nous, en fait. Ouais, elle aime bien le sésame. Donc, on a beaucoup de légumes. Une recette sympa. Comme ça de légumes. C'est parfois ça peut être des épinards. Tu fais comment alors ? Explique-nous. Tu cuis à l'eau, tout simplement, mais bien salé. Après, bien égoutté, coupé, assaisonné avec fond de poisson, sauce soja et pointe d'huile de sésame. Et finir avec 2 graines de sésame toastées un peu concassées. Ça, il va manger dans 3 secondes. Ça donne envie de manger des épinards. Bah oui. Ouais, ça, sur du riz, c'est très très bon. Merci Moko, merci Omar. Merci beaucoup. Vous pouvez goûter ce qu'ils ont dans la poêle chez Moko Nuts, 5 rue Saint-Bernard, à Paris 11e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.